Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'intervenir et de vous rencontrer ici sur le stand de la région Sud, que je remercie vivement sur le salon Vivatech 2021, pour vous présenter en fait la politique publique d'innovation au service de la transition écologique. Vivatech 2021, nous le vivons, est la première grande manifestation qui se tient à nouveau en présentiel après cette longue pandémie qui a tant limité nos contacts sociaux. Et je crois que tout le monde en est d'accord, cette pandémie aura considérablement changé nos méthodes de travail, notre manière de voir les choses et notre relation aux outils. Et il est légitime que ce soit un salon comme Vivatech qui reprenne le flambeau, tant nous avons besoin de la technologie. La politique d'innovation au ministère de la Transition écologique a été récemment relancée par Madame Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, lors de son intervention au Meetup Green Tech le 5 octobre dernier, en présence de Cédric O, le secrétaire d'État à l'économie numérique et aux communications électroniques. En 5 ans à peine, les startups et les PME de la Green Tech se sont imposées comme un des fers de lance de notre politique de transition écologique et surtout, ça a été souligné par le président de la République, un moteur de croissance et de création d'emplois important. Alors pour dynamiser les écosystèmes de la Green Tech, Barbara Pompili et Cédric O ont travaillé ensemble pour relancer une sélection de startups et de PME labellisées Green Tech Innovation, d'une part, et Green 20 ou Green 20, d'autre part. Les annonces ont eu lieu le 3 mai dernier à Marseille, dans la région qui nous reçoit aujourd'hui même. Et la sélection de 45 startups et PME qui constitue la 7e promotion de la Green Tech Innovation et la première promotion des 20 premières startups Green 20 mises en place par la French Tech a pu donc être annoncée en partenariat avec le ministère de la Transition écologique. À l'occasion de ces dernières labellisations, tant du côté Green Tech Innovation que du côté du Green 20, nous avons eu l'occasion de voir la présence croissante des femmes dans l'entrepreneuriat Green Tech, et je veux particulièrement le saluer. Leur proportion à la direction de ces startups a fortement progressé ces dernières années. Elle est passée de 10-15% à 30%. Alors, on peut saluer ce progrès, on peut aussi souligner que c'est encore insuffisant, mais j'ai bon espoir que nous pourrons poursuivre cette évolution qui est majeure. Aujourd'hui, nous avons 235 startups qui sont sélectionnées et labellisées Green Tech Innovation, et 90 d'entre elles, c'est-à-dire 215, 90% d'entre elles, pardon, sont encore actives et créent des emplois. Ces startups qui sont donc toujours actives créent en moyenne un emploi tous les 6 mois. Au plan du financement, chacun l'a bien mesuré, le deuxième trimestre 2020, avec le grand blocage lié à la pandémie, a créé aussi un blocage dans le financement des startups et les levées de fonds se sont considérablement ralenties. Pour autant, nous avons pu aussi constater en fin d'année 2020, un moment de relatif répit de la pandémie, combien de rattrapage intervenait et les levées de fonds en 2020 se sont finalement établies pour nos startups à 220 millions d'euros contre 70 millions d'euros en 2019. Donc vous voyez une très forte progression des montants ainsi levés, qui témoigne aussi, je dois le dire, d'une certaine efficacité des mesures gouvernementales de soutien à l'activité, mais surtout, et c'est là-dessus que je veux insister, la très grande confiance des investisseurs dans la robustesse de la croissance des startups et PME de la Green Tech. Alors au-delà de ces 235 startups PME labellisées, les ministres Barbara Pompili et Cédric O ont aussi souhaité développer plus largement le soutien de tous les ministères, de tout le gouvernement, aux écosystèmes Green Tech et aux 9000 startups et PME qu'ils hébergent. Alors, je vais détailler rapidement ces mécanismes de soutien aux écosystèmes. Un premier élément, j'ai l'honneur de l'avoir dans mes équipes, c'est la création d'un écolab au sein du ministère de la Transition écologique. Cet écolab
donne à nos services des moyens d'action nouveaux au service des startups pour promouvoir l'ouverture des données, faciliter leur capitalisation et leur catalogage dans des espaces communs de données, accroître l'usage des données par les acteurs économiques et ceux de la Green Tech tout particulièrement, bien entendu, développer l'usage des nouveaux algorithmes et des outils de l'intelligence artificielle, et, je viens de l'évoquer avec les résultats 2020, faciliter l'accès au financement de la transition écologique dans le cadre d'une nouvelle plateforme qui s'appelle France Transition Écologique et qui est destinée à toutes les entreprises, mais donc notamment aux entreprises de la Green Tech. L'objectif, c'est aussi de développer de nouveaux services aux startups et PME dans le cadre d'un projet d'entrepreneur d'intérêt général, EIG dans notre jargon, qui est conduit en collaboration avec une autre direction de l'État, la direction interministérielle de la transformation publique. Et puis, dernier levier de soutien à cet écosystème, faciliter l'accès des Green Tech, des startups et des PME à la commande publique, en particulier avec un Living Lab mis en place au sein du ministère de la Transition écologique et qui doit chercher de nouveaux leviers, de nouvelles méthodes et sollicitations des acheteurs publics pour leur permettre de développer un achat orienté vers des startups, vers des solutions innovantes au service de la transition écologique. C'est fondamental car la commande publique représente un poids économique considérable dans notre pays. Et bien entendu, l'accès des startups à un tel gisement de ressources et de commandes est un point fondamental, d'autant que lorsqu'une startup a reçu un financement au titre d'une commande, c'est aussi un élément de confiance et, j'allais dire, de revente à d'autres acteurs privés. Alors si je poursuis, outre le développement de ces outils, le ministère de la Transition écologique a également créé le 6 octobre 2020, il y a donc à peine quelques mois, et en pleine pandémie, à l'occasion du Meetup Green Tech dont j'ai parlé précédemment, nous avons créé un réseau d'incubateurs Green Tech. Ce réseau compte 28 membres aujourd'hui, qui sont dans les différentes régions françaises, et chacun de ces incubateurs est en relation avec un écosystème local, et en particulier les clusters, les pôles de compétitivité qui sont compétents dans chacun des domaines. Ce réseau d'incubateurs, je l'élargis aux clusters et aux pôles de compétitivité, a pour objet, bien entendu, de faciliter cette mise en relation qui est indispensable entre les startups, les régions, donc celles qui nous accueillent, qui sont en charge de l'aide économique et du soutien au développement économique, la préparation des dossiers de demande d'aide, le regroupement des acteurs locaux pour créer des consortiums, des alliances, et puis atteindre la taille nécessaire pour répondre à des appels d'offres européens. C'est ensemble, bien entendu, qu'on est plus fort. C'est aussi dans ces réseaux d'incubateurs que nos startups et nos PME trouvent des contacts avec les financements institutionnels et en particulier avec BPI France et l'ADEME qui ont des guichets de financement. Ce ne sont pas les seuls, mais particulièrement orientés sur l'investissement dans l'innovation, notamment via le programme d'investissement d'avenir, 20 milliards d'euros débloqués pour faciliter cette innovation, dont une part importante, au moins le tiers, qui est destinée à des investissements verts. Toujours au titre des fécondités de ce réseau d'incubateurs, eh bien, il permet des mises en contact avec des experts locaux, du réseau scientifique et technique du ministère, qui est riche et très réparti sur le territoire. Par exemple, un établissement public qui s'appelle le CEREMA, qui intervient en matière d'infrastructures routières et d'aménagement du territoire, le commissariat à l'énergie atomique, dans la recherche et le domaine énergétique, et l'IFPEN, je ne vais pas vous donner tous les sigles, mais l'IFPEN s'occupe d'énergie renouvelable aujourd'hui et non plus uniquement d'énergie fossile, ou le CSTB qui intervient dans le domaine de la construction. Et bien, tous ces établissements publics, tous ces réseaux d'experts scientifiques et techniques sont mobilisables pour ces startups via ce réseau d'incubateurs et cet écosystème. Et c'est aussi, bien entendu, à ce niveau local
que se nouent les relations entre les startups elles-mêmes pour créer des coalitions, partager des retours d'expérience et avoir un échange riche entre pairs et mutualiser ce qui peut l'être. Voilà, donc vous voyez que l'innovation est aujourd'hui à l'œuvre dans tous les domaines de la transition écologique, car vraiment, c'est vraiment le lieu pour le souligner, la transition écologique, elle ne peut avoir lieu sans recours à l'innovation, et à l'innovation technologique en particulier, même si ça ne fait pas toute l'innovation, et même si l'innovation n'est pas la seule ressource pour la transition écologique. Mais nous ne ferons pas la transition écologique sans l'innovation. Prenons quelques exemples ou quelques illustrations dans les différents secteurs. C'est l'innovation technologique qui nous a permis, depuis quelques années, mais il y a encore des gains considérables à accomplir, à progresser dans le domaine de la lutte contre le changement climatique avec le développement des énergies renouvelables, en particulier dans le domaine de l'éolien et du photovoltaïque. Il y a d'ailleurs une start-up marseillaise, Dualson, qui contribue à la décarbonation des activités en ayant créé des capteurs solaires qui sont à la fois thermiques et photovoltaïques et qui augmentent par conséquent les rendements de cette énergie renouvelable. Dans les politiques de transition écologique, il y a la lutte contre le changement climatique, mais il y a également l'adaptation au changement climatique. Car malheureusement, il est inéluctable qu'il intervienne. Par exemple, dans les innovations récentes, eh bien, on peut citer les canopées végétales d'Urban Canopé, qui rafraîchissent l'atmosphère des villes et qui en changent également au passage la physionomie. Il se trouve aussi des entreprises comme Actionnable ou Hydroclimat, qui sont elles aussi installées dans la région sud. Ce n'est pas un hasard, elles ont quand même été sélectionnées pour modéliser dans le temps l'évolution de nos activités agricoles et pouvoir anticiper ce changement climatique, ses conséquences au niveau local et savoir comment, près de chez soi, si j'ose dire, les températures vont évoluer dans les 50 années à venir. Ça fait appel, bien entendu, à des technologies extrêmement pointues, notamment satellitaires, pour apprendre et modéliser au fur et à mesure et vérifier les modèles. Troisième grand axe de politique de la transition écologique, la préservation de la biodiversité. Vous savez qu'elle est menacée, et elle est menacée notamment par l'usage des pesticides. L'alternative aux pesticides peut passer par de nouvelles technologies, et je veux citer l'exemple de Green Shield, qui utilise des techniques laser pour lutter contre les pucerons. Les pucerons, c'est une plaie, notamment pour les betteraves. Et vous savez peut-être que récemment, nous avons été contraints de réautoriser des pesticides parce qu'il y avait une forte proportion de récolte des betteraves qui était menacée. Et bien voilà, cette technologie pourra se substituer aux pesticides dans une démarche de préservation de la biodiversité. Autre exemple, Kista, également une start-up très dynamique de la région, qui a développé des aspirateurs à moustiques. Eh bien oui, un aspirateur à moustiques, ça permet d'éviter un nuage de pesticides qu'on répand comme ça pour lutter dans les espaces urbains contre la prolifération des moustiques. Je poursuis ces illustrations du lien étroit entre innovation et politique de transition écologique pour évoquer Innovafeed, qui est plus qu'une start-up aujourd'hui. Innovafeed produit des protéines issues de larves d'insectes pour nourrir notamment de la pisciculture. Et ces protéines sont issues d'insectes qui sont eux-mêmes nourris avec des coproduits agricoles. Donc on est vraiment dans le cycle vertueux de l'économie circulaire. Et une seule usine qui est aujourd'hui implantée à Nesle, dans le nord de la France, là pour le coup on est dans les Hauts-de-France, on s'est un petit peu éloigné, eh bien, peut produire 10 000 tonnes de protéines d'insectes. Et c'est assez remarquable parce qu'en nourrissant les poissons d'élevage avec des insectes, on évite de vider la mer de poissons sauvages qu'on écrase pour nourrir des poissons d'élevage. Telle est l'absurdité de notre modèle encore à l'heure actuelle. Peut-être un mot également sur la rénovation énergétique des bâtiments, qui est un énorme défi des 10 années qui viennent, pour réduire notre consommation énergétique. Le secteur est extrêmement actif. Nous avons organisé récemment un hackathon intitulé Rénovaction pour structurer et mettre à disposition des données. Et je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Et on en verra
des vertus et des fécondités dans les années qui viennent. Et notamment, on a mis à disposition ce qu'on appelle les diagnostics de performance énergétique qui permettent de savoir quel est l'état énergétique, thermique d'un bâtiment et d'un logement. Parce qu'évidemment, il faut connaître la réalité des choses pour développer ces innovations et identifier les marchés et les gisements économiques. Le transport aussi, la pandémie nous a conduit tous à faire beaucoup plus de vélo. J'espère que vous aussi. En tout cas, l'usage du vélo en ville s'est fortement développé. Il y avait déjà une tendance, mais elle s'est accélérée. Et eh bien, prenons l'exemple de Phoenix Mobility, qui n'intervient pas sur les vélos, mais également sur les mobilités décarbonées, notamment électriques. Et Phoenix Mobility permet de transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc il y a vraiment une logique circulaire et de décarbonation qui est très forte. Décarbonation, mais également réduction de la pollution en ville. Vous avez en tête que la pollution en ville, c'est 48 000 morts chaque année. Et donc réduire cette présence de la voiture thermique et des véhicules thermiques en ville, c'est économiser des vies. Et c'est donc fondamental, et c'est pour ça qu'on développe ce qu'on appelle des zones à faible émission. Mais pour une zone à faible émission, il faut pouvoir développer un accès pas trop cher à des véhicules électriques, et Phoenix peut y contribuer. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. J'ai dressé comme ça un panorama très rapide à la fois des évolutions de Green Tech Innovation, de l'offre de services que nous essayons de développer et qui fonctionne bien. Montrer aussi les axes de la politique de transition écologique, montrer leur lien avec l'innovation. Je veux vraiment insister sur le fait qu'on termine, enfin j'espère en tout cas, cette pandémie avec le sentiment que l'énergie est là, l'esprit d'innovation est présent, on le ressent ici fortement. Il y a eu un choc économique, mais il y a aussi des perspectives de croissance qui sont fortes, des investissements des investisseurs qui sont disponibles et qui cherchent à préparer l'avenir, qui sont orientés vers l'avenir. Et donc, voilà, je veux terminer par un message vraiment de confiance dans la suite des événements et vraiment de disponibilité et d'esprit de soutien du ministère de la Transition écologique et plus largement des autorités publiques au service de cette politique d'innovation pour servir à la fois la transition écologique et puis l'attractivité économique, mais également l'attractivité tout court de notre pays dans les années à venir. Donc voilà, notre détermination est complète et je vous remercie beaucoup pour votre attention.